Serving, et je vais partager avec toi dans cette petite vidéo un outil sociologique qui t'aidera à y voir un peu plus clair dans la compréhension de la sociologie et de ce qu'elle est en généralité. Parce que c'est vrai qu'elle est des fois un peu décriée, on ne comprend pas très bien qu'est-ce que vraiment est la sociologie. Donc tu sois étudiant en sociologie, en sciences sociales ou bien même intéressé par cette science, eh bien on va s'appuyer aujourd'hui sur les travaux de Cyril Lemieux, qui est sociologue, à l'intermédiaire en fait d'un article qu'il a publié que je te mettrai dans la description de cette vidéo. Et je t'invite bien à le regarder parce qu'il est vraiment intéressant. Il parle du fait de problématiser et produire un raisonnement sociologique. Et ouais, tout le monde est confronté à la production du raisonnement sociologique. Même dans mon cas, je t'avoue que j'ai des fois du mal à tenir l'analyse de bout en bout par manque de technique. Mais t'inquiète pas, ça concerne tout le monde. Et si le plus difficile en sociologie n'était pas de produire des réponses, mais de formuler de bonnes questions. Cyril Lemur, dans son article, donc, il pose deux ordres de questions. D'abord, ce seraient des réflexions générales concernant, en exemple, la liberté humaine, le déterminisme, les rôles respectifs de l'individu et de la société. Ce sont des questions qui sont profondes et qui consistent à se demander, par exemple, si nos façons de penser sont indépendantes de notre socialisation, si tel individu, en agissant comme ils l'ont fait, ont été influencés par la société, ou encore si tel groupe humain est en mesure de changer. Des questions de ce genre touchent en réalité davantage à la métaphysique qu'à l'analyse sociologique proprement dite. Et d'un autre côté, c'est des questions un petit peu plus descriptives. Elles s'annoncent sous l'aspect d'une interrogation technique ou factuelle concernant une partie du monde social, et elles sont guidées par l'espoir de mieux connaître un secteur d'activité et de réunir à propos d'un certain type de réalité sociale des informations. Elle consiste par exemple à se demander qui sont statistiquement les Français qui partent en vacances plus de 20 jours par an et si leur part a progressé ces 15 dernières années. Ou comment les relations entre élèves et professeurs s'organisent dans un lycée particulier de la région parisienne. Ou encore, quelles sont les positions des différents acteurs au sein d'une controverse publique. Alors, ce genre de questions, elles ne sont pas sans intérêt dans le cadre d'une enquête sociologique. Mais si elles ne s'articulent pas à la formulation d'un problème, elles nous font piétiner au seuil du raisonnement sociologique. D'un côté, il y aurait les philosophes et les métaphysiciens, et d'un autre côté, les experts et les techniciens sociaux de l'autre. Bah, ces deux ordres de grandeur, ils doivent pouvoir s'unir pour créer l'esprit sociologique. Donc, quel est-il cet esprit sociologique? Donc, on peut dire qu'il est un art de rendre problématique le monde social dans lequel nous vivons. Face à des situations où la plupart des acteurs font prévaloir sur une activité sociale un regard qui la naturalise, le sociologue, en posant un certain type de questions, peut faire réapparaître l'arbitraire et l'indétermination de cette naturalisation à nier. En bref, il remet en question ce qu'il est communément admis comme allant de soi. Il essaie de faire ressurgir la dimension sociale qui était occultée. C'est L'esprit sociologique n'est ni spéculatif, ni purement descriptif. On peut dire qu'il est critique. Mettre en énigme ce qui paraît normal. Comment les sociologues s'y prennent-ils alors pour mettre le monde social en énigme? La recette est pratiquement toujours la même. Alors, je vais te proposer en fait une petite par l'intermédiaire des travaux de Lemieux, je vais te proposer justement lui sa méthode, c'est-à-dire de décomposer le raisonnement sociologique en quatre points, qui seront à peu près toujours les mêmes. On va appeler ça une petite matrice en quatre points. Voilà. Donc je te l'explique. Alors la première, c'est de s'emparer d'une croyance partagée et d'un constat reconnu relatif à l'objet qu'on entend étudier. En deuxième point, en tirer une série d'inférences logiques ou d'énoncés prédictifs. En trois, faire apparaître un ou plusieurs éléments empiriques qui contredisent les inférences logiques ou les prédictions qu'on vient de tirer. Et en quatre, se demander comment, si les croyances partagées ou les constats reconnus relatifs à l'objet sont vrais, ces éléments empiriques peuvent exister. On va prendre plusieurs exemples. On va prendre les exemples de Durkheim sur le suicide, de Weber sur l'esprit du capitalisme et d'Elias sur la société de cours. Donc je commence par Durkheim et on va appliquer cette petite matrice aux travaux de Durkheim. Donc on prend son petit exemple. Le suicide est un acte personnel.
En premier point, le suicide est un acte personnel, un acte de l'individu qui n'affecte que l'individu. Et que les raisons de se suicider sont toujours éminemment personnelles, étant liées à un tempérament du suicidé, à son caractère, ses antécédents, aux événements de son histoire privée, et qu'elles ressortent donc à sa seule psychologie. Donc le suicide serait uniquement en fait explicable par des raisons individuelles et par conséquent toujours imprévisibles et inexplicables. En deux, il faudra donc s'attendre à ce que le taux de suicide national varie aléatoirement d'une année sur l'autre. Bah oui, si c'est juste de l'individuel, bon, le taux il sera pas très régulier au niveau national. Et on constate, donc Durkheim constate qu'au contraire, une très grande stabilité du taux de suicide national. Par exemple, en France, en 1856, 11,6 habitants sur 100 000 se sont suicidés. En 1857, ils étaient 10,9 sur 100 000. En 1858, 10,7. En 1859, 11,1. En 1860, 11,9. Et ainsi de suite. Donc une telle régularité n'est-elle pas étrange? Si le suicide au plan personnel est un acte imprévisible, mais comment se peut-il que le taux de suicide s'avère à ce point prévisible? Donc on peut faire deux remarques. La première, c'est que si Durkheim en était resté à l'étape 1, dans le ciel des idées, il serait resté en fait, il n'aurait jamais pu soulever en fait des questions scolastiques. Le suicide est un acte réellement libre. Est-il vraiment le fruit du libre arbitre? Il serait resté dans le ciel des idées. Il n'aurait pas pu l'expliquer s'il n'avait pas en fait fait suivre son analyse par des faits descriptifs. Par exemple, dans le cas, les taux de suicide calculés par les statistiques. Par la suite, s'il serait resté à l'étape 3, et s'il aurait, c'est-à-dire serait resté justement à regarder que les faits empiriques et les données descriptives, eh ben, il ne serait pas davantage parvenu à produire une énigme. Il serait contenté de répondre à des questions descriptives du type comment varie en France le taux de suicide au cours de la décennie 1850-1960. Mais la chose, c'est qu'il n'aurait pas vraiment produit le problème, dans le sens où il aurait lié par exemple le suicide à l'individuel et les questions descriptives qui viennent contredire ça et qui concluent que le suicide pourrait s'expliquer par des causes sociales. Donc il y aurait une dimension sociale et collective. Donc la psychologie n'expliquerait pas tout et la sociologie pourrait justement éclairer ce taux de suicide. Voilà, donc ça c'est une petite étape en fait, c'est cette matrice, c'est-à-dire cette matrice imposée en fait sur les analyses de Durkheim. Maintenant on va passer à Weber. Un deuxième exemple, on va prendre les analyses, donc la matrice appliquée aux travaux de Weber. C'est un sociologue allemand du 19e, dans son ouvrage L'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Donc on va un petit peu changer, c'est la sociologie compréhensive, c'est une autre sociologie, mais on va appliquer toujours cette matrice dans ses travaux. En premier point, dans quasiment toutes les sociétés humaines observables depuis l'aube de l'humanité, lorsque les individus obtiennent un surplus de nourriture ou de biens, soit ils le consomment, par exemple à travers l'organisation de fêtes, soit ils l'épargnent en prévision de mauvais jours. En deux, on peut en déduire que ce comportement économique est le comportement normal chez les êtres humains. En 3, cependant, en Occident, depuis le XVIIe siècle, il se trouve que des individus, les entrepreneurs capitalistes bourgeois, qui se comportent différemment, ils tentent d'organiser donc rationnellement le travail au sein des entreprises qu'ils dirigent, en vue d'obtenir un maximum de surplus. Lorsque ce moyen, les obtiennent le surplus escompté, ils se refusent à le consommer, faisant preuve plutôt d'ascétisme. Mais ils ne les parlent pas non plus, ils le réinvestissent dans la machine économique, en même temps qu'ils organisent toujours plus rationnellement le travail au sein de leur entreprise, afin d'obtenir encore davantage de surplus. Donc lorsque par ce moyen ils obtiennent de nouveaux surplus, ils ne le consomment pas ni ne l'épargnent, ils les réinvestissent une nouvelle fois dans la machine économique, tout en réorganisant plus rationnellement encore le travail, dans l'espoir d'obtenir encore plus de surplus. Et ensuite, c'est de façon infinie. Le quatrième point, un tel comportement n'est-il pas surprenant? N'a-t-il pas quelque chose d'aberrant ou d'irrationnel au regard des comportements économiques observables dans les autres sociétés? Ne relève-t-il pas d'une disposition d'esprit qui aurait pu même être jugée scandaleuse et être proscrite tant dans l'Antiquité qu'au Moyen-Âge? Autrement dit, si consommer et épargner les surplus et ne pas travailler davantage que nécessaire sont les attitudes économiques normales au sein de l'humanité,
Eh bien, comment se fait-il que le capitalisme moderne, fondé sur la mise en valeur rationnelle du capital dans le cadre de l'entreprise et l'organisation capitaliste du travail, soit devenu la norme dans nos sociétés? Voilà. Donc, à ça aussi, on peut faire aussi deux remarques, pareil que pour les travaux de Durkheim. S'il en serait resté à l'étape 1, c'est-à-dire qu'il aurait constaté que depuis l'aube de l'humanité, le surplus de nourriture ou de biens, ils sont consommés directement ou un petit peu mis, c'est-à-dire en réserve s'il y aurait des coups durs. Eh bien, en fait, s'il n'aurait pas analysé les discours des entrepreneurs et la compréhension de l'idéologie en fait et de l'ascétisme des entrepreneurs capitalistes, donc plutôt des données descriptives, il en serait resté à une étape vraiment une analyse générale, c'est-à-dire du type consommer et épargner les surplus sont-ils dans la nature humaine? Bon, ça serait vraiment une question philosophique, mais pas sociologique du coup. Pareil pour l'étape 3. Jamais il ne serait parvenu à rendre le capitalisme problématique. C'est-à-dire qu'en fait, si l'on serait justement venu en fait à voir que les entrepreneurs capitalistes du 17e, ils étaient par le réinvestissement des surplus dans la machine productive et l'organisation rationnelle du travail, donc des faits descriptifs plutôt, eh bien, il ne reviendrait pas en fait à la question. Voilà, avec le recul historique, depuis l'aube de l'humanité, on voit que les sociétés, ils n'ont pas fait que réinvestir dans la machine économique. Ils faisaient des fêtes et ils épargnaient pour de mauvais jours. Mais ils avaient d'autres pratiques et d'autres consommations, d'autres façons de voir la vie, d'autres philosophies sociales, on peut dire. Donc voilà, ces deux petits travaux, ils sont un petit peu, j'espère que tu comprends un petit peu, et on va éclairer encore cette petite matrice par un troisième exemple. Dans le troisième exemple, c'est le geste de Norbert Elias qu'on va étudier dans La Société de cour. La Société de cour, ce n'est pas un livre qui interroge l'essence du pouvoir monarchique, des questions qui seraient plutôt d'ordre philosophique. Ce n'est pas davantage en fait un ouvrage qui se contente de décrire l'évolution des mœurs et de la psychologie à la cour de Versailles, qui seraient des questions purement descriptives. Et en fait, il essaie de mettre une énigme sociologique. Donc en 4 points toujours. Dans le premier, durant tout le Moyen Âge, le roi de France n'est qu'un parmi ses pairs. Il s'avère le plus souvent incapable de se faire obéir par les autres seigneurs et sans cesse obligé de composer avec eux et de forger des alliances. En deuxième point, on peut s'attendre par conséquent à ce que les grands seigneurs du royaume continuent dans les phases historiques suivantes à faire preuve d'un haut degré d'indépendance vis-à-vis du roi et à exercer une grande capacité à imposer leur vue au souverain. En troisième point, on constate au contraire que l'absolutisme du roi Louis XIV traduit par le fait que le roi parvient à se faire obéir et craindre de tous ses subordonnés, y compris des membres de l'aristocratie qui occupent les rangs les plus élevés. Un tel constat n'est-il pas étrange? Si le roi médiéval n'était qu'un seigneur jouissant du statut de premier parmi ses pairs, comment se peut-il que le roi, à l'âge classique, soit devenu, lui, un monarque absolu? En d'autres termes, il est vrai que sous la pression à laquelle il est soumis le monarque absolu, il serait insupportable et le réduirait à néant. Si tous les groupes de la cour se dressaient contre lui, comment se fait-il qu'une telle pression collective ne s'exerce plus? Bien, alors le geste critique de Norbert Elias consiste à rendre problématique le fait même de l'absolutisme, et au-delà de la souveraineté du pouvoir qu'exerce l'État moderne sur ces sujets. J'espère que cette présentation de ce petit outil méthodologique en sociologie t'aura amené à un petit peu comprendre un petit peu plus les raisonnements sociologiques et sa construction. Après, je t'invite aussi à lire les œuvres justement de Durkheim, Weber et Elias, car tu verras que c'est en appliquant cette matrice à l'ouvrage, tu le comprendras peut-être un peu mieux, parce qu'ils sont très très compliqués à lire pour des profanes et des personnes qui ne connaissent pas trop la sociologie, ou par exemple même des étudiants qui commencent. J'espère que tu vas, avec cette petite matrice, avoir plus de facilité à pouvoir un petit peu décrypter, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de données dans les ouvrages, et tu vois en fait le raisonnement se construire petit à petit dans le temps. Et avec cette petite matrice, peut-être que tu vas, en faisant des va-et-vient entre ce petit modèle et le livre, j'espère que tu vas mieux comprendre le raisonnement sociologique. Donc voilà, je te laisse.
Et j'espère que ça t'a aidé. Et par contre, n'hésite pas justement à poster des commentaires ou des questions par exemple si tu as besoin d'éclaircissement et si je reviendrai un petit peu sur certains points si que t'as pas trop compris. Et puis voilà, j'espère que ça t'a aidé. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et n'hésitez pas à vous abonner pour la vidéo, pour suivre un petit peu tous les travaux qu'on va en faire. On va en faire beaucoup sur cette thématique aussi des outils sociologiques parce que il en manque cruellement sur YouTube, on va dire.